Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte scandinave, norvégien pour être précis, qui s'appelle L'ours roi Valemon. Un vrai conte du Nord. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois un roi. Le roi avait 2 filles, méchantes et laides, et une 3e aussi belle que le jour radieux. Et tout le monde l'aimait. Un jour, la jeune fille fit un rêve étrange. Elle rêva d'une couronne dorée. Et cette couronne était si belle que la princesse sentit qu'elle ne pourrait pas vivre tant qu'elle ne l'aurait pas. Le roi voulut en faire fabriquer une, presque identique à celle rêvée par la princesse, et demanda à ses orfèvres de se mettre à l'ouvrage. Ils travaillèrent jour et nuit, mais aucune couronne ne plaisait à la princesse. Puis un jour, alors qu'elle était dans la forêt, elle aperçut un ours blanc qui tenait entre ses pattes une couronne. Cette couronne ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle dont la princesse avait rêvé. Alors, elle voulut l'acheter. Mais l'ours lui répondit que cette couronne n'était pas à vendre, mais qu'il la lui donnerait si elle acceptait de partir avec lui. Eh bien, se dit la princesse, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans cette couronne. Elle pensa alors qu'il importait peu où elle irait, ou qui elle épouserait, pourvu qu'elle obtint cette couronne. Ils convinrent donc que l'ours viendrait la chercher dans 3 jours, un jeudi. Lorsqu'elle rentra au château avec la couronne, tout le monde se réjouit, car la princesse avait enfin retrouvé le sourire. Le roi, quant à lui, se persuada qu'il serait facile de tenir un ours blanc à distance. Le 3e jour, il fit poster toute son armée autour du château. Mais lorsque l'ours blanc arriva, nul ne put l'arrêter. Aucune arme n'avait de prise sur lui. Il assomma les soldats à droite et à gauche jusqu'à ce qu'ils gisent tous à terre. Le roi, effrayé, envoya alors sa fille aînée. L'ours blanc la prit sur son dos et s'enfuit avec elle. Quand ils furent arrivés loin, et plus loin encore, l'ours blanc lui demanda « T'es-tu jamais assise plus agréablement? As-tu jamais vu plus clair ?»« Oui, répondit-elle, sur les genoux de ma mère, je me suis assise plus agréablement, et dans la cour de mon père, j'ai vu plus clair. »« Tu n'es pas la bonne, » dit l'ours blanc, et il la renvoya chez elle. Le jeudi suivant, il revint et tout se passa comme la première fois. L'armée avait reçu l'ordre de l'arrêter, mais ni le fer ni l'acier ne purent l'atteindre. Il les renversa comme de simples brins d'herbe, jusqu'à ce que le roi, terrifié, le supplie de s'arrêter. Il lui donna alors sa 2e fille. L'ours blanc la prit sur son dos et s'enfuit avec elle. Lorsqu'ils furent arrivés loin, et plus loin encore, l'ours blanc lui posa la même question. «
Et la jeune fille répondit exactement comme sa sœur. « Tu n'es pas la bonne, » dit l'ours blanc. Il la renvoya, elle aussi, chez son père. Le 3e jeudi, l'ours revint. Cette fois, il se montra plus terrible encore, si bien que le roi comprit qu'il ne pouvait sacrifier toute son armée. Il lui donna donc sa 3e fille. L'ours la prit sur son dos et s'éloigna. Lorsqu'ils atteignirent la forêt, il lui demanda, comme aux 2 autres avant elle, si elle s'était jamais assise plus agréablement et si elle avait jamais vu plus clair. « Non, jamais, » répondit-elle. « Alors tu es la bonne, » dit-il. Ils arrivèrent à un château si beau que la princesse fut émerveillée. Là, elle vivrait dans l'abondance et le confort. Elle n'aurait qu'une seule tâche à faire, veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. L'ours était absent le jour, mais la nuit, il revenait auprès d'elle, sans qu'elle pût le voir, sous l'apparence d'un homme. Pendant 3 ans, les jours s'écoulèrent paisiblement. Chaque année, elle donna naissance à un enfant, mais l'ours l'emportait l'enfant avec lui dès qu'il naissait. La princesse devint de plus en plus triste et demanda un jour si elle pouvait retourner chez ses parents. « Tu le peux, » dit l'ours après un silence. « Mais tu dois d'abord me promettre une chose. Écouter ce que ton père te dira et ne pas faire ce que ta mère te conseillera. » Elle promit et retourna chez elle. Lorsqu'elle raconta comment elle vivait, sa mère voulut lui donner une chandelle afin qu'elle puisse voir la nuit à quoi ressemblait l'ours lorsqu'il devenait homme. Mais son père s'y opposa. « Ça fera plus de mal que de bien, » dit-il. Mais malgré ces paroles, la jeune femme emporta un bout de chandelle avec elle. La première nuit, lorsqu'il s'endormit, elle alluma la chandelle et l'éclaira. Il était si beau qu'elle crut ne jamais pouvoir détacher son regard. Mais une goutte de suie brûlant tomba sur son front. Il se réveilla. « Qu'as-tu fait ?» s'écria-t-il. « Tu nous as apporté le malheur à tous les 2. Il ne restait qu'1 mois. Si tu avais tenu bon, j'aurais été délivré. Une sorcière m'a ensorcelé. Je suis ours blanc le jour et homme la nuit. Maintenant tout est perdu. Je dois partir et l'épouser. » La princesse pleura et le supplia, mais rien n'y faisait. Elle lui demanda alors si au moins elle pouvait l'accompagner. « Hélas, cela est impossible, » répondit-il. Lorsqu'il revêtit sa peau d'ours et s'élança pour s'enfuir, elle se précipita vers lui, s'agrippa à sa fourrure, monta sur son dos et s'y accrocha de toutes ses forces. Ils franchirent montagnes et vallées, gorges et forêts, jusqu'à ce que ses vêtements tombent en lambeaux. À bout de force, la princesse finit par lâcher prise et elle perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait seule dans une très grande forêt. Elle marcha longtemps, sans savoir où elle allait, et arriva enfin à une maison où vivait une vieille femme avec une petite fille. La princesse leur demanda si elles avaient vu un ours blanc. « Oui, » dirent-elles, « nous avons bien vu l'ours roi Valémon qui est passé par ici, mais il allait si vite qu'il est impossible de le rattraper. » La petite fille jouait avec une paire de ciseaux en or. Des morceaux de soie et de velours volaient autour d'elle à mesure qu'elle coupait. Ces ciseaux étaient magiques. Avec eux, les vêtements ne manquaient jamais.
Cette pauvre femme, se dit la petite, doit voyager loin et sur des chemins difficiles. Elle a plus besoin de ses ciseaux que moi. Alors, elle les lui offrit. La princesse la remercia et poursuivit sa route. Le lendemain matin, elle arriva devant une autre maison où vivait une autre vieille femme avec une petite fille. Elles la prirent en pitié et lui donnèrent une bouteille qui versait à volonté toute boisson qu'on pouvait souhaiter. Puis, le jour suivant, dans une troisième maison, une petite fille lui donna une nappe qui se couvrait d'elle-même de mets délicieux. La princesse les remercia tous et reprit son chemin. Quelque temps après, elle arriva devant une petite maisonnette très pauvre. Ce misérable logis était rempli de petits enfants qui s'accrochaient au tablier de leur mère et pleuraient de faim. Alors, la princesse sortit la nappe et la bouteille magique. La nappe se couvrit de mets délicieux et la bouteille versa à volonté toutes les boissons imaginables. Les enfants furent nourris, heureux, et la princesse leur tailla des vêtements avec ses ciseaux dorés. Voyant sa bonté, la mère dit alors : « Puisque tu as pris soin de mes enfants, je vais t'aider. Sur ton chemin, tu devras gravir une très haute montagne qui est réputée infranchissable. Mon mari forgeron y pourra te fabriquer des griffes en fer pour t'accrocher au flanc de la montagne. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. La princesse les remercia et reprit son chemin. Peu de temps après, elle arriva au pied d'une montagne, comme la femme lui avait prédit. Cette montagne était si haute et si raide qu'elle semblait infranchissable. Longtemps, elle resta là, à la regarder, se demandant comment elle pourrait jamais en venir à bout. Mais il n'y avait pas d'autre chemin. Alors la princesse commença à grimper, pas à pas. Elle avançait un peu, puis s'arrêtait. Mangeait lorsqu'elle le pouvait, dormait là où la nuit la surprenait, et recommençait au petit matin. Les griffes en fer s'enfonçaient bien dans la roche, mais ses mains saignaient et ses forces l'abandonnaient peu à peu. Mais jour après jour, nuit après nuit, elle avançait. Et un jour, elle atteignit le sommet de cette montagne. De l'autre côté s'étendait une vaste plaine, et tout près se dressait un grand château où régnait la sorcière. La princesse apprit que l'ours roi Valémon devait l'épouser dans 3 jours. Il fallait absolument qu'elle voie l'ours roi Valémon avant ce mariage. Alors il s'introduit au château et trouva le moyen d'échanger les ciseaux, la bouteille et la nappe contre 3 nuits auprès de son bien-aimé. Mais la sorcière avait tout deviné et elle prépara une potion pour endormir l'ours roi Valémon. Les 2 premières nuits, le jeune roi dormit si profondément que la princesse ne put le réveiller. Mais la 3e nuit, le jeune roi, qui avait compris le dessein de la sorcière, fit semblant de boire sa potion. Alors, les 2 amoureux purent se parler. Ils conçurent un plan pour se débarrasser de la méchante sorcière. Le jour des noces, une trappe fut aménagée sur le pont que le cortège devait traverser. Selon la coutume, la mariée devait passer la première. Lorsque la sorcière s'engagea sur le pont avec ses suivantes, la trappe s'ouvrit et elles tombèrent toutes dans l'abîme. Alors, le roi Valémon, la princesse et tous les invités
se hâtèrent vers son royaume pour célébrer le véritable mariage. En chemin, le roi alla chercher ses 3 enfants, les 3 petites filles ravissantes qu'il avait emportées autrefois. Et la princesse reconnut les 3 petites filles qui lui avaient donné ses objets précieux, les ciseaux, la bouteille et la nappe. Leurs noces furent célébrées dans la joie et le bonheur, et ils vécurent tous heureux, longtemps et dans l'abondance. Voilà, notre voyage à travers ce conte se termine et je propose donc qu'on passe maintenant à son décryptage. Et il y a pas mal de choses à décrypter ici. Les symboles de ce conte sont très nombreux. Et en plus, on va introduire dans notre analyse aujourd'hui les 4 archétypes de Jung. Allez, on va voir tout ça et ça va être passionnant. Le conte commence par un désir de la couronne. La princesse en rêve même. Alors, qu'est-ce que représente ce désir? Si on reprend le vocabulaire de Jung, et on parle toujours ici de Carl Gustav Jung, le célèbre médecin et psychanalyste suisse du siècle dernier, donc si on reprend son vocabulaire, ce désir de la couronne, c'est l'appel du soi. La couronne n'est pas un simple objet de pouvoir ici, ou en tout cas pas dans ce conte, et il est plutôt l'image anticipée du soi. Le soi, c'est ce que Jung appelle la totalité psychique. Et cette totalité psychique, elle est encore à l'état du potentiel. Elle est encore à venir. À venir chez la princesse, parce que la princesse n'est pas encore mature. Elle n'est pas encore complète, au sens complétude du terme. C'est-à-dire, elle n'a pas encore intégré à elle les parties essentielles de sa personnalité, on va dire ça comme ça. Donc, elle a un voyage initiatique à faire pour intégrer à elle toutes ces parties, pour devenir complète, justement, pour atteindre cette totalité dont parle Jung, le soi. Bien. Donc notre princesse rêve de la couronne avant même de la voir. Elle sent qu'elle ne peut pas vivre sans cette couronne. Et là, c'est un message typique du soi, c'est un appel à devenir reine, autrement dit. Cette reine qui va être capable de tenir toutes les parties dans une totalité absolue, toutes les parties de soi dans une totalité absolue, comme le soleil qui tient toutes les planètes. Mais à ce stade, la princesse ne sait pas encore comment devenir reine. Par contre, ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne peut pas rester ce qu'elle est. Elle ne veut pas rester ce qu'elle est. Donc le voyage initiatique peut commencer. Le voyage initiatique, ou ce qu'on peut appeler la quête d'individuation, encore en termes de Jung, et ce mot individuation, ça veut dire indivisible. On parle encore de la totalité. Donc la quête d'individuation peut commencer. Et je propose qu'on regarde maintenant brièvement, en parallèle, comme on l'a fait déjà dans des épisodes précédents, comment tout ça s'applique au leadership. Pas uniquement à un individu, mais au leadership au sens professionnel. Donc le rêve de la couronne, c'est la vision du leader, avant même sa légitimité. C'est ce moment où le leader sent qu'il est appelé à devenir plus, prendre un rôle de direction par exemple, porter une vraie vision, devenir un point d'appui pour les autres, etc., etc.
La légitimité reste encore à démontrer, à vivre, à incarner, mais la vision est là. Ok, alors retour au conte. Donc la jeune princesse démarre ce voyage avec en elle, déjà présent, le premier des 4 archétypes jungiens. On va les voir tous les 4, mais on va commencer par celui-là, par le tout premier, et c'est l'archétype de l'amoureux. Regarde, le conte nous dit que les 2 sœurs sont laides et méchantes, mais la 3e fille est aimée de tous. Autrement dit, elle porte déjà en elle une qualité relationnelle, une qualité affective nécessaire, c'est-à-dire cet archétype de l'amoureuse. Et la présence de cet archétype au fond de soi rend la quête initiatique possible. Sans ça, la quête ne démarre pas. Il faut les qualités du cœur, ici. Ok, on va laisser de côté les archétypes pour le moment et regardons maintenant un autre héros très important du conte, l'ours. Alors, l'ours, c'est un animal très nordique. Et c'est aussi une très grande puissance. Il se trouve que dans le conte, l'armée du roi ne peut pas le vaincre. Et il est aussi très fin, très instinctif comme ça. Il est capable de choisir la bonne princesse. Celle qui est prête à commencer une quête initiatique. Alors comment on sait que la princesse elle est prête? Comment lui il le sait, il le sent? On le sait par rapport à ses réponses. Quand elle répond que ça n'est pas mieux justement chez papa-maman. Contrairement à ses sœurs qui, elles, sont dans la nostalgie de leur enfance. La 3e sœur, elle est prête à aller vers l'inconnu, elle est prête à perdre son identité de petite fille. Donc elle est prête à se transformer. Donc en fait, elle ne dit pas oui à l'ours pour lui faire plaisir ou pour apaiser l'animal parce qu'elle en a peur. Non, elle prend une posture d'acceptation. Et c'est une posture, là aussi, profondément jungienne. Dire oui à ce qui est, accepter le présent avec gratitude pour accéder à ce qui devient. Accepter pour accéder. Et donc, l'ours Valémon, lui, il est capable de voir ça. C'est là où on voit son côté instinctif. Et il reconnaît la princesse comme digne de lui et comme digne de la quête. Lui, Valémon, c'est un roi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tiens, d'ailleurs, l'ours, c'est le symbole de royauté très archaïque, avant même le lion. En tout cas, dans le nord de l'Europe, c'est vraiment le roi, l'animal roi par excellence. Et dans le conte, il y a un détail très intéressant. T'as remarqué, peut-être, on nous parle d'un jeudi. C'est très précis. En fait, l'ours doit venir chercher la princesse un jeudi. Jeudi, c'est un symbole de Jupiter ou de Zeus dans la mythologie. Comme lundi, c'est la lune, Monday, moon. Mardi, c'est Mars, mercredi, Mercure. Vendredi, Vénus. Samedi, c'est Saturne, parce que Saturday. Et dimanche, Soleil, Sunday. Donc, jeudi, Jupiter. Mais alors, Jupiter, c'est qui? C'est le dieu de l'Olympe. Donc, c'est la souveraineté par excellence. Donc, l'ours vient chercher la princesse non pas au hasard, comme ça, mais au rythme de Jupiter. Il vient la chercher un jeudi. Et alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est pas juste comme ça une aventure personnelle, c'est une vocation archétypale. Ok? Donc, c'est convenu, rendez-vous le jeudi. Et là, on a quelques obstacles. On a le roi, le père, qui croit pouvoir tout contrôler, qui croit pouvoir vaincre Jupiter, l'ours, avec une armée. Et il n'y arrive pas, parce que c'est une illusion. C'est en fait l'illusion d'un ego.
d'un ego patriarcal qui pense pouvoir maîtriser les forces archétypales, les forces profondes. Avec quoi? Avec une simple stratégie militaire. Mais ça ne marche pas, impossible. Et là, c'est intéressant de faire un parallèle avec l'entreprise, parce qu'en entreprise, c'est un problème classique. Cette histoire de égo patriarcal, et là, on va s'intéresser au roi, le père. En fait, déjà, le système, le roi et ses orfèvres, va toujours essayer de fabriquer une couronne. La couronne de l'extérieur, avec un titre, un statut, une promotion, une reconnaissance, quelque chose de formel. Pour un leader, pour les leaders. Mais aucune couronne fabriquée ne suffit. Il ne suffira jamais si la posture intérieure n'est pas prête. Et combien de managers, de leaders n'ont pas cette posture prête? Et alors je ne parle même pas de comment le système peut chercher à combattre des ours en entreprise. Des résistances puissantes au sein de l'entreprise. On va chercher à les contrôler, à contenir, militariser peut-être, alors symboliquement parlant, avec plus de règles, plus de process, plus de contrôle. Mais Jupiter ne se contrôle pas. Il se traverse. Et on va voir comment. Ok, on revient au conte. Notre héroïne principale, la jeune princesse, donc, va commettre une grave erreur. Pourtant, elle était prévenue. Donc tout se passe bien, elle vit avec l'ours Valémon. Donc elle va faire preuve de curiosité, un petit peu mal placée, et c'est pas que ça soit un vilain défaut, mais le conte nous dit que il ne faut pas chercher à savoir les choses avant d'être prête. Cette chandelle, c'est un peu la conscience prématurée. Elle regarde ce qu'elle n'est pas encore prête à voir. Ce qui aurait été attendu d'elle, c'est justement d'attendre, c'est faire confiance. Faire confiance à l'ours roi Valémon et laisser le temps agir. Mais il ne peut pas s'empêcher. Et d'ailleurs, ce passage du conte peut nous rappeler le mythe de Psyché et Eros, pour ceux qui connaissent ce mythe. Alors Psyché, elle va commettre exactement la même erreur. Elle va allumer la bougie pour regarder à quoi ressemble son bien-aimé, ce Dieu qui est couché auprès d'elle. Mais on ne peut pas regarder Dieu comme ça à la lumière d'une chandelle. Et alors là, c'est le drame. L'ours doit partir épouser la sorcière. Et là, tout commence à se corser. La petite vie, paisible qui a duré 3 ans, s'arrête là. C'est la rupture, la chute, l'errance qui commence. Mais en fait, cette erreur, elle était inévitable. Et surtout essentielle. Sans quoi la princesse resterait épouse protégée. Mais jamais reine, jamais souveraine. Or, ce qu'elle cherche, ce dont elle rêve, c'est justement de cette souveraineté. Elle a même reçu un appel. Bon, donc tout est pour le mieux finalement. Ok, ici on regarde du côté du leadership. La chandelle, c'est quoi? C'est quand le leader veut comprendre trop vite. On peut avoir tous un peu cette tendance-là, quand on veut tout expliquer, tout mentaliser, puis le système nous pousse un peu à ça, à maîtriser les sujets, les informations, à maîtriser intellectuellement. Et quand on est dans cette surintellectualisation, c'est là d'ailleurs les réponses qu'on trouve sont fausses, ou en tout cas ne sont pas complètement justes, et c'est dommage. Donc, on revient au conte, et là, on est en plein milieu du voyage initiatique de la princesse. C'est dur, et c'est très éprouvant. Et la princesse, elle souffre, ses vêtements sont déchirés, elle n'a plus rien à manger, plus rien, voilà. Et là, elle tombe, et quelle chance, sur 3 maisons où on va l'aider.
Dans ces 3 maisons, il y a 3 petites filles, et on apprend un peu plus tard dans le conte que, en fait, ce sont ses propres enfants, mais elle ne le sait pas à ce moment-là. Et les petites filles qui vivent avec des vieilles nourrices. Donc, les jeunes filles, les 3 petites filles, vont lui donner une paire de ciseaux, une bouteille et une nappe. Autrement dit, on va lui donner des ressources essentielles pour poursuivre son voyage. Et on va les lui donner lorsqu'elle en a le plus besoin. C'est quoi tout ça? C'est quoi la signification de ces 3 objets? On va commencer avec les ciseaux. Les ciseaux, c'est la capacité à décider, sans quoi on n'avance pas. On est d'accord. Mais c'est aussi la capacité à couper des liens archaïques qui nous tirent en arrière. Et ça, la princesse, elle est capable de faire. Donc la princesse peut aussi fabriquer de nouveaux vêtements. Comme une nouvelle identité. C'est intéressant ça. C'est sa capacité à se refaçonner à souhait. Et c'est exactement ce qu'on est amené à faire tout au long de notre vie. À chaque transition, on va se refaçonner. On va se créer de nouvelles identités. Voilà, moi j'aime bien ce détail du conte. Ok, donc les ciseaux. Alors maintenant, la bouteille et la nappe, et là c'est notre capacité à prendre soin de nous. Ces 2 objets, en fait, sont des objets nourriciers. Et donc en les recevant, la princesse, elle intègre sa mère intérieure, sa propre mère intérieure, pour elle-même, pour prendre soin d'elle, mais aussi pour prendre soin des autres. Et elle va d'ailleurs aider une famille pauvre. Elle va nourrir et habiller les enfants de cette famille. Et c'est la qualité de compassion qui est à l'œuvre ici. Et on est dans l'expression très jolie de l'archétype de l'amoureux. Et bien sûr, il en va sans dire que cet aspect nourricier, c'est aussi une qualité essentielle du leadership, tout d'ailleurs comme la capacité à décider, à trancher, à dire non avec les ciseaux. Ok. Et là arrive le passage de la montagne, et les choses vont se corser encore plus, et c'est l'épreuve du guerrier. L'ascension est lente et difficile, et le conte le décrit très bien d'ailleurs. Là on touche les qualités de persévérance et d'endurance, qui sont les qualités essentielles d'un guerrier. Le second archétype jungien. Donc avec l'ascension de cette montagne, commence véritablement l'intégration de l'archétype du guerrier. La princesse, elle est seule, elle avance lentement, elle souffre, et il n'y a aucune garantie de succès. Mais elle continue d'avancer malgré tout ça. C'est ça le guerrier. L'endurance et la persévérance. Et dans le leadership, c'est la même chose. C'est cette endurance, cette capacité à tenir debout dans la durée, dans l'incertitude totale, et ce qui est d'ailleurs très accentué dans le monde d'aujourd'hui, bien sûr, et tout ça sans se plaindre. C'est ça, l'archétype du guerrier à l'œuvre aujourd'hui en entreprise. Et puis on a une 3e étape avec la sorcière donc. Donc la sorcière, elle incarne quoi exactement? Elle incarne l'ombre, évidemment. Et l'ombre au sens jungien du terme. Les forces souterraines, puissantes et maléfiques. Donc elle est méchante, elle est maléfique, et elle sait approprier le pouvoir. Et en plus, elle veut l'ours, le roi Valémon, pour elle. Donc on dit qu'elle est puissante, comme toutes les forces de l'ombre, et comme avec toutes les forces de l'ombre, on ne peut pas donc l'affronter directement. Il faut ruser. Et c'est là où on nous demande de faire preuve de qualité du magicien. Le 3e archétype de Jung. La sorcière, en fait, c'est l'épreuve du magicien. Ici, pas de combat frontal, ça ne marchera pas. La princesse va devoir, déjà, d'abord, négocier son accès au château, et puis, plus tard, mettre en place tout un système, tout un stratagème
pour piéger la sorcière. Et si on regarde du côté du leadership, un leader en entreprise, à un certain moment de sa carrière, il va devoir faire preuve de qualité politique. On les appelle comme ça. Et alors souvent, les gens s'offusquent, politique, on est dans quelque chose de pas net, un peu manipulation, quelque chose de pas propre, mais ce sont des qualités essentielles à un certain niveau au sein d'une entreprise si on veut avoir de l'impact. C'est savoir trouver des alliés, déjouer des pièges, bâtir des stratégies, etc., etc. Ce sont des qualités politiques. Et donc, là, avec tout ce que va entreprendre la princesse, ça va payer. C'est seulement là que l'ours roi Valémon peut être libéré et que la princesse peut enfin épouser l'homme qu'elle aime, un roi de surcroît, et devenir à son tour une reine, ce dont elle rêvait. Et là, on arrive à une conclusion tout à fait intéressante et surtout essentielle. Alors ce conte non seulement nous montre le processus d'individuation, il faut intégrer les 4 archétypes à soi, mais il nous donne aussi l'ordre précis de l'intégration de ces archétypes. Et cet ordre, c'est AGMR. Amoureux, guerrier, magicien et roi ou reine. C'est cet ordre-là, il n'y en a pas d'autre. On va les reparcourir rapidement, ces 4 archétypes. Tout commence avec l'amoureux. C'est notre capacité à s'attacher, à créer du lien. C'est l'ouverture du cœur. Parce que sans amour, le chemin n'a pas de sens. Rien ne peut commencer. Aucune quête, aucun projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle toujours d'un grand why, de la raison d'être, des valeurs essentielles, avant de commencer une initiative, un projet, quel qu'il soit, ou une quête. Donc ça, c'est l'amoureux. Et puis arrive le guerrier, avec son endurance, courage, capacité à traverser la douleur. Parce que l'amour, seul ne suffira pas. On le sait. Les belles valeurs, les idéaux, tout ça ne suffisent pas. Il faut être capable de tenir dans la durée. Donc ça, c'est le second archétype. Et ensuite, seulement, on est prêt à aller vers le magicien. Avec sa prise de recul, discernement, stratégie, réflexion profonde. Ici, il faut savoir transformer sans détruire. Il faut être habile. La force n'est pas applicable ici, mais la sagesse, oui. Et seulement à la fin, on a l'archétype royal, reine-roi, qui nous devient accessible. En fait, cette souveraineté, elle se gagne. C'est ce qu'il faut retenir. Entre autres choses d'ailleurs, que l'archétype de reine ou de roi ne se construit jamais en premier. Il va émerger quand les 3 autres archétypes sont suffisamment intégrés. Alors, suffisamment, c'est le mot important aussi. On ne peut pas complètement tout intégrer. C'est l'œuvre de toute une vie. Une vie ne suffirait pas, mais suffisamment intégré pour faire émerger une reine ou un roi. Donc la reine ne sera pas là pour prouver. D'ailleurs, il n'y a pas une notion de statut ici. On est dans quelque chose de beaucoup plus authentique que ça. Et elle est là pour ordonner le monde. Elle est là pour tenir le tout ensemble. On l'a dit tout à l'heure, comme le soleil qui tient les planètes. C'est ça le rôle de la reine, c'est tenir le tout ensemble. Et d'ailleurs, si on regarde du côté d'entreprise, c'est très courant de voir des leaders, mais en fait, on est tous un peu comme ça. On veut commencer par le roi ou la reine. Voilà, on veut rayonner, on veut ce statut, on veut. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce serait d'ailleurs superficiel, c'est un peu fake, mais on le voit beaucoup en entreprise. Ceux qui s'accrochent à leur statut, à leur rôle, à leur mission, mais qui n'incarnent rien. Mais on ne gouverne bien que ce qu'on a d'abord traversé.
Le leadership, c'est pas une position. On le dira jamais assez. C'est un chemin intérieur qui transforme une personne, qui transforme la personne avant même que cette même personne soit capable de transformer une organisation ou un collectif. Donc ça se traverse, ça se vit de l'intérieur. Voilà. La boucle est bouclée, les 4 archétypes sont intégrés, l'individuation et la complétude sont là, sont réussies. La princesse est devenue reine, non pas en recevant la couronne, mais, comme on l'a dit, en traversant ce qui avait été exigé d'elle. En fait, c'est intéressant, ce conte, c'est une carte initiatique, magnifique, mais c'est vraiment une carte. C'est une carte vers sa propre souveraineté, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, pour terminer, comme d'habitude, je propose un exercice en 3 temps, ça tombe très bien ici, puisqu'on va parler des 3 archétypes qui sont nécessaires avant de porter une couronne. Voilà. Et on va essayer d'appliquer ça à un projet précis. Voilà. Donc tu réfléchis à un projet pro ou perso, entrepreneurial, créatif, managérial, peu importe quel projet, mais un projet qui compte vraiment pour toi et un projet qui est en cours ou que tu comptes démarrer. Voilà, quelque chose de concret. Et on va commencer avec l'amoureux. La vision qui appelle. Alors le point de départ, c'est bien sûr toujours une vision avec cette raison d'être, les valeurs, le why, tout ça, avant les plans, avant les moyens, avant la légitimité, avant tout ça. Bon. La question clé, c'est pourquoi est-ce que ce projet est important pour toi ? Alors pas le pourquoi rationnel, mais quelque chose de vrai, quelque chose qui te touche. Par exemple, quelques questions pour t'aider. Qu'est-ce que ce projet permettrait de servir, de réparer, de faire grandir ? Qu'est-ce que tu perdrais si tu renonçais à ce projet ? Qu'est-ce qui, malgré les difficultés, continue à t'appeler, à te ramener vers ce projet, inlassablement ? Et donc là, on cherche l'amoureux. On cherche cet archétype-là, sans quoi le projet ne peut même pas commencer véritablement. Et alors pour savoir si l'amoureux est là, tu réponds positivement à la question que le projet a du sens, qu'il est relié à des vraies valeurs, qu'il y a de l'engagement véritable au fond de toi ou des autres que tu conduis avec toi. Voilà. Donc on a dit, sans l'amoureux, le projet ne commence pas, ne tient pas, on s'épuise tout simplement, et où on est à côté en fait. On gravit une montagne qui n'est pas la vraie, c'est dommage. Parce que justement arrive l'épreuve de la montagne. Le guerrier, donc l'étape 2, on va traverser le réel. Ok, donc la vision, tout ça c'est beau, c'est inspirant, il faut que ça soit inspirant, mais ça ne suffit jamais. Donc à un moment donné, le projet va rencontrer des problèmes, des résistances, cette montagne infranchissable comme dans le conte. Et les résistances peuvent être nombreuses. Lenteur, doute, obstacle, fatigue, il y a des choses internes, puis il y a des choses externes aussi. La résistance des autres. Et la question clé, c'est qu'est-ce que ce projet m'oblige ou va m'obliger à traverser ? Alors, concrètement, quels efforts répétés il va falloir fournir ? Là où je vais me sentir inconfortable, mais vraiment inconfortable. Qu'est-ce que aussi je dois accepter de perdre, parce que rien n'est jamais gratuit, du temps sur certains sujets, peut-être du confort, sortir de ma zone de confort sur certains aspects, peut-être je perdrai une image dans certains combats, peut-être il faudra renoncer à des anciennes habitudes confortables et agréables. Et donc là, on cherche évidemment à incarner le guerrier pour savoir s'il est là. Les repères, c'est pas la violence évidemment, c'est pas la dureté, c'est par contre la capacité à tenir dans la durée. Est-ce qu'on est capable de répondre par affirmative qu'on va tenir dans la durée, qu'on va être capable de décider
qu'on va être capable, de continuer sans garantie de résultat. Ça, c'est très dur. Très, très dur. Si le projet s'arrête au premier obstacle, c'est que le guerrier n'est pas encore intégré. Et puis arrive la troisième et dernière étape, avant que tout le puzzle ne se mette en place et que la couronne se manifeste comme par magie sur notre tête. Donc, on a le magicien, le troisième archétype à intégrer. Et là, on est dans une sorte d'intelligence stratégique. À ce stade, forcer ne fonctionne plus. Et le projet d'ailleurs peut entrer dans un espace un peu plus complexe. On commence à voir des jeux d'acteurs, des résistances indirectes. On ne viendra pas nous affronter frontalement d'ailleurs. On a les enjeux de pouvoir, des zones pas claires, des zones grises, des overlaps, tout ça. On le sent, on a les premiers signes, déjà des prémices de quelque chose qui, on sent, va se jouer autrement. Le courage, l'héroïsme ici, c'est pas ce qui est demandé. Ça sert à rien de forcer. Là, il faut plutôt penser autrement. Et les repères, c'est quels sont les alliés, les alliances qui sont possibles pour moi à ce stade-là de mon projet. Là où il faudra peut-être mettre ma fierté un peu de côté, d'ailleurs. Ou l'absolutisme de côté aussi. Savoir être un peu diplomate. Quel détour me permettrait d'affronter ça avec un peu plus d'efficacité plutôt qu'aller en frontal? Ou quelle stratégie fine est en train d'émerger, il va falloir que je l'épouse là. Donc on veut intégrer le magicien. Il nous faut du discernement, c'est ça qu'on va... si on commence à faire preuve d'un vrai discernement calme et pacifique, avec la prise de recul, là on est déjà en train d'intégrer le magicien. Il faut être capable de lire l'environnement, ce qu'on appelle la lecture systémique, un peu globale, un peu stratégique. Il faut de la diplomatie, évidemment, à ce stade aussi. Et c'est là que le projet, et nous, on gagne en maturité. Donc si un projet est clair dans sa vision, l'amoureux, la vision et les belles valeurs bien sûr, s'il est capable de tenir dans la durée, dans l'épreuve, guerrier, et s'il sait s'adapter avec intelligence au réel, ruser, mettre en place des stratégies, tout ça. Là, on est dans le magicien. Alors et seulement alors, la posture de reine ou roi pourra émerger. Et ce projet d'ailleurs sera couronné de succès. Voilà, un mot qui va très bien ici. Couronné. Nous, on est prêt à porter la couronne et le projet sera couronné de succès. Voilà, l'exercice intéressant à faire. Je l'ai fait pour mon projet et ça donne pas mal d'idées et pas mal d'insights. Essaye de le faire. Et d'ailleurs, par écrit, ça peut être très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose d'assez profond. Alors, pas au sens psychanalytique du terme, mais profond au sens niveau de détail peut-être et de choses qui peuvent nous venir à la réflexion. Donc, on peut toujours aller enrichir le document qu'on a commencé à écrire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté.
Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.